Bonsoir, bienvenue au Club d'Orloté, le podcast qui apporte des clés de compréhension pour prendre soin de soi et des autres. Nouvel épisode en duo, aujourd'hui je reçois Ellie. Je tenais vraiment à enregistrer cet épisode avec elle pour qu'elle nous parle un petit peu plus en détail de son rôle en tant que doula. Comment elle accompagne les femmes qui choisissent un jour de devenir maman dans ce passage si important de leur vie. Dans cet épisode, on a parlé entre autres de matrescence, de réflexes archaïques, de soins rebozo et d'allaitement. Un épisode riche d'enseignements et de douceur que je vous laisse découvrir tout de suite. Bonjour Ellie. Bonjour. Je suis très contente de te recevoir pour cet épisode. Merci déjà de venir jusqu'ici aussi pour pouvoir l'enregistrer avec moi. C'est précieux, franchement ça me touche beaucoup. On va commencer direct à rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, quel est ton parcours et comment t'en es arrivée à être doula, ce que tu es aujourd'hui? Donc je suis une femme, une maman. J'ai un garçon qui aura 12 ans cette année. Je suis doula, mais avant ça j'étais photographe. Enfin, je le suis toujours, disons que c'est mon premier métier. Et en fait je suis passée par plein d'activités différentes. L'autre jour on m'a dit que j'étais multicréative et je trouve que c'est un bon terme parce que voilà, moi j'avais tendance à dire que je pars dans tous les sens, mais non, en fait ça a du sens et ça se regroupe même. Ok. Plus les années passent, plus je trouve que tout ce que j'ai fait peut être très différent a un sens qui va dans le même sens, quoi. Complètement. Donc voilà, je suis donc doula. Donc tu sais un peu ce que c'est une doula, tu veux peut-être que je... On va le définir, je pense. Tu l'es depuis combien de temps? J'ai été certifiée en 2021 parce qu'on a fait la promo 2020 et à cause du confinement, ça a rallongé jusqu'à 2021. Ok. Donc, c'est une formation sur 1 an? C'est ça. Okay. Moi j'ai fait l'Institut Doula de France. Il y a d'autres formations qui existent. Moi, j'ai fait celle-ci parce qu'elle était en présentiel aussi. Et c'était important pour moi. Ouais, le contact aussi avec voilà. Autant les formatrices que les autres élèves, participants, exactement. J'imagine. Ok. Est-ce que, du coup, tu peux nous définir le terme de doula avec tes mots aussi? J'imagine qu'il y a une définition un peu traditionnelle, quoi. Mais comment toi, tu vis aussi cette activité? Est-ce que tu peux nous en dire plus et tout ce que ça implique aussi derrière? Bien sûr. Alors, du coup, je peux partir de la définition, de d'où ça vient ce mot. Donc, c'est un mot grec qui voudrait dire la femme qui sert la femme, la femme qui accompagne la femme. Donc, donc, ça dit ce que ça dit. Mais après, une doula, ça peut avoir plein de sens parce qu'il y a un peu... chaque doula a sa pratique, on va dire. Mais le socle commun, c'est d'être une personne qui accompagne, donc souvent la femme, mais pas que, parce que ça peut être le partenaire ou la partenaire, la famille. Là, quand on parle de doula périnatale, parce qu'il y a beaucoup de doulas qui accompagnent autour de la naissance, mais pas que. C'était une de mes questions, ouais. Okay, ça peut accompagner d'autres passages de la vie que la naissance. Ok. Et que la grossesse aussi? Ou c'est surtout autour quand même de cette... autour de la maternité dans le global? Ok. C'est pas que la grossesse, parce qu'il y a beaucoup de doulas qui interviennent justement en post-natal. Ok. Quand le bébé est là et quand la maman a beaucoup besoin d'être soutenue. Ouais. Et voilà, après il y en a qui interviennent aussi pour l'accouchement. Et puis ça peut être aussi pour d'autres périodes de la vie, on va dire des passages dans la vie d'une femme. C'est beaucoup la notion quand même d'accompagner les femmes, mais tu parlais de partenaires, tout ça. Est-ce qu'il y a aussi un accompagnement assez global autour de la famille aussi qui va accueillir un enfant ou qui vit aussi une grossesse, ou c'est vraiment centré sur la femme en elle-même? Alors ça, après, je pense que ça appartient à chaque doula de voir quelle est sa pratique, parce que ça va pas parler à tout le monde, à chaque doula ça dépend. Je pense que ça dépend vraiment. En fait, on s'adapte tellement aux besoins des parents et sur le moment, parfois même les parents ont une idée de ce qu'ils voudraient avec la doula et puis en fait, ça va les emmener un peu ailleurs parce que au fur et à mesure de l'accompagnement, ça va ouvrir des portes et donc en fait, c'est vraiment... Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. C'est un truc vraiment d'écoute. Donc, du coup, les besoins... Nous, on est à l'écoute des besoins et ils fluctuent, quoi. Ouais, donc, les besoins changent d'une famille, d'un couple à l'autre aussi, je pense. Ok. Et comment, toi, dans ton travail, tu accompagnes? Est-ce que toi, tu es là plutôt pour le post-natal?
durant la grossesse, même au moment de préparer une grossesse qui n'est pas encore là? Comment toi tu travailles? Alors, pour l'instant, moi, je me suis pas mise de limite. Enfin, je me spécialise pas, disons, pour le postnatal ou pour la grossesse, etc. Okay. Je suis ouverte à toutes sortes d'accompagnements, mais disons que plutôt à partir de la grossesse et jusqu'à la fin du mois d'or, en tout cas. Le mois d'or, si tu peux le définir pour celles qui ne connaissent pas. Alors, ce qu'on appelle le mois d'or, c'est aussi le quatrième trimestre, on va dire. C'est vraiment les semaines qui suivent l'accouchement. On se rend bien compte que dans différentes cultures, dans le monde entier, il y a quelque chose qui relie un peu toutes ces différences. C'est que on laisse à la femme... normalement, traditionnellement, à la jeune maman. Actuellement, c'est pas forcément le cas dans notre société. Justement, on essaye de retrouver ça, les doulas essayent de ramener ça. C'est de laisser donc au moins 40 jours à la mère où en fait elle est centrée sur son bébé, sur nourrir son enfant et se reposer. Okay. Oui, reprendre des forces aussi, donc, de l'énergie pour elle. Ça. Donc être allongée au maximum, donc pas faire le ménage, pas faire la cuisine. Recevoir, c'est-à-dire c'est là que normalement dans certaines cultures c'est naturel d'apporter à manger à la voisine qui a accouché, une amie, une cousine. Il y a comme quelque chose d'un tissage qui se crée naturellement d'aller soutenir les jeunes mères, et ça c'est quelque chose qu'on a un peu perdu, et c'est pour ça que là la doula elle a un rôle qui va être important, c'est de permettre ça, de permettre soit elle déjà par exemple moi ça m'arrive de faire doula traiteur en postpartum. Pour justement, par exemple, cuisiner des plats ayurvédiques adaptés aux besoins de la nouvelle mère. Oui, c'est ça aussi. En médecine chinoise, moi je l'ai appris lors de ma formation, au moment de ce mois d'or. Il y a même des recettes qui sont vraiment ciblées pour cette période-là, pour ramener de l'énergie au niveau de certains organes. Réchauffer. Exactement. Ramener de la force aussi, même physique, parce qu'il faut récupérer. On a passé plusieurs mois à... juste construire un être humain, c'est assez fou. Puis il faut le sortir aussi, tout dépend comment se passe l'accouchement aussi. Le mois d'or, il est hyper important. Et du coup, je trouvais ça hyper bien que t'en parles. Et je savais pas, tu vois, que tu cuisinais comme ça pour... Et nourrir son enfant aussi, parce que pour les mères qui allaitent, ça demande énormément d'énergie au corps aussi. En plus de se remettre de l'accouchement, il faut nourrir, continuer et c'est pas inné, il y a des allaitements qui sont plus difficiles à mettre en place que certains aussi. Je pense que c'est un peu un combat au début quand même. Plus on va être soutenu par l'alimentation, par l'entourage, par avoir du repos, avoir vraiment cet espace pour devenir une mère, parce que en fait c'est pas, même si on accouche c'est du jour au lendemain que ça bascule, mais c'est tout un cheminement, ça passe dans le corps, c'est notre cerveau qui se modifie aussi. Je sais pas si tu as entendu parler de la matrescence. Pas du tout. Ce qu'on appelle la matrescence, du coup c'est comme à l'adolescence en fait, quand une femme devient mère, il y a vraiment des choses qui se modifient dans son cerveau quoi. Donc tu deviens une autre personne. Comme tu dis, c'est un sacré passage. C'est du jour au lendemain physiquement, mais après il y a des choses comme tu dis, c'est un passage quoi. Et donc d'être soutenue, c'est tellement important parce que pour moi c'est le meilleur cadeau qu'on puisse faire à une maman qui vient d'accoucher. Moi j'ai tendance à ne pas offrir de cadeaux au bébé. Désolée pour les futures mamans dans mon entourage. Exactement, pour moi, les grands-parents, tout ça en général, des cadeaux on sait plus quoi en faire. Et en fait moi j'offre des cadeaux à la maman. Très bonne idée. Et j'ai même ma sœur qui avait eu une amie à elle qui avait accouché, et en fait elle, son cadeau c'était d'être présente, de lui cuisiner des trucs et d'aller lui faire ses lessives. C'était sa doula. Exactement. Et ça s'est fait spontanément, simplement lui offrir du temps en fait, lui offrir de la disponibilité et dire ok repose-toi, moi je te fais le ménage et je te lance une lessive et je te l'étends, et comme ça t'enlève de la charge mentale, et au moins t'es dispo que pour ton bébé et pour te reposer. Et je trouve que c'est le meilleur cadeau quoi, juste de la présence. C'est vraiment ça un peu le but, le rôle de l'accompagnement d'une doula. On va s'adapter aux besoins sur le moment, et donc parfois ça va être une oreille bienveillante qui pendant 2 heures va juste écouter la mère qui a besoin de reparler de son accouchement, qui a besoin de pleurer, qui a besoin de lâcher, de décharger. Et puis parfois ça va être faire un coup de vaisselle, étendre du linge pour qu'elle puisse faire la sieste avec son bébé, lui préparer un plat, je sais pas, ça va dépendre. Mais c'est ça, c'est en fait, et c'est vraiment de soutenir et du coup d'alléger la charge mentale de la mère.
Et voilà. Comment t'expliques le fait qu'on revienne un peu à ces traditions, à ce besoin comme ça de venir soutenir? Tu disais que c'était quelque chose qui s'était perdu, qui est présent encore dans d'autres cultures depuis très longtemps, que nous on avait un peu occulté, on va dire. Comment t'expliques un peu ce retour de la doula, ce retour de cette présence comme ça auprès des mères? Je pense que le fait que déjà on vit beaucoup moins en communauté, en tribu familiale. Tu vois, avant on grandissait dans un village et on restait plus ou moins là, et du coup il y avait ce tissage avec la famille, aussi, de liens, des connaissances, des voisins qui étaient très présents. Aujourd'hui on part vivre loin, on bouge, on déménage, et du coup on est un peu déraciné, quoi. Enfin, je pense que ça passe aussi par là et puis ce côté voilà, d'être hyper indépendant, mais du coup c'est fort le mot que tu utilises, de déraciner. Enfin, ça me parle beaucoup. Mais du coup c'est ça qui fait qu'on a moins de liens avec son entourage, ou alors les liens sont différents. C'est sûr qu'avec internet, le téléphone, c'est plus simple, c'est ça. Mais au moment où on a vraiment besoin d'une présence, lors de justement de passages comme ça importants dans la vie d'un homme ou d'une femme, des fois ces gens-là sont tellement loin que la présence physique est compliquée. Est-ce que toi du coup tu te déplaces, parce que forcément il faut pouvoir être présente pour ces femmes-là, et c'est pas forcément autour de toi dans ton village, ou comment ça se passe, ce côté un peu plus logistique de ton travail? Alors du coup j'interviens essentiellement autour de chez moi, enfin dans un rayon assez large, mais dans ma région, quoi. Mais il peut y avoir des exceptions. Enfin, ça a été le cas justement pour Lily, grâce à qui on s'est rencontrés. Parce que j'ai été sa doula. Donc, comme on se connaît, on était beaucoup en lien donc par téléphone et tout ça. Mais ce qui était important, c'était que je vienne. Donc, pour elle, c'était important avant d'accoucher. D'accord. Donc, à peu près un mois avant qu'elle donne naissance de son fils. Je suis venue chez elle passer plusieurs jours, où là, on a vraiment pu aborder des choses toutes les deux, parler, je l'ai bichonnée, je lui ai préparé plein de plats qu'elle a mis au congélateur. Trop bien. Et donc là, je suis venue dans sa maison, et pour être plus concrètement sa doula, quoi. Pour qu'il y ait des choses matériellement aussi, et qui se vivent en c'est ça, quoi. De nouveau, tu rajoutes... il y a un lien qui se crée. Parce que du coup, toi, tu travailles surtout... C'est dans le Tarn, c'est ça, où tu habites? Alors oui, en fait, ça fait 1 an que je suis dans le Tarn, mais je suis pas loin de Toulouse, où j'étais avant depuis très longtemps. Donc en gros, j'interviens dans le Tarn et sur Toulouse, quoi. Ouais, c'était 2 noyaux un peu... sauf exception, où du coup, là, t'étais venue pour Lily. Est-ce que souvent... tu remarques, ou après ça dépend des personnes aussi, tu remarques que c'est plutôt un soutien logistique, technique, préparation des repas, tout ça? Ou est-ce qu'il y a beaucoup quand même le soutien émotionnel de femmes qui se confient, qui parlent peut-être de leur peur par rapport à l'accouchement, à la fin de la grossesse? Est-ce que ça s'équilibre, ou souvent c'est beaucoup pour l'organisation de l'après? Oui, il y a ce côté très émotionnel qui peut être un peu lourd aussi des fois pour toi à intégrer. Je dirais que ça dépend, mais c'est à peu près équivalent. Je dirais qu'il y a quand même la plus grande part, elle est dans l'écoute, dans le soutien émotionnel, honnêtement. Mais après, par exemple, en postpartum, là oui, il y a peut-être plus de choses pratiques, dans lesquelles alors que dans la grossesse, c'est plus... et puis tout dépend aussi si c'est un premier bébé, et que du coup, il y a beaucoup d'appréhension, des peurs, des choses. Ou si justement, par exemple, il y a eu une première grossesse, un premier accouchement très difficile, et on veut faire les choses très différemment pour le deuxième. Et du coup, là, on va beaucoup travailler plutôt sur l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé avant pour que la femme reparte à un nouveau chapitre, un peu, qu'elle ait pu sortir les choses de l'histoire d'avant. Ça ne vient pas interférer. C'est ça. Repartir sur une page blanche un peu. Donc ça dépend. Ça dépend vraiment des familles, des besoins des mères. Mais c'est les deux, quoi. En tout cas, moi, dans la pratique que j'apporte... Oui, t'équilibres vraiment les deux parties, quoi. Le côté pratique et le côté beaucoup plus, comme tu disais, soutien, écoute. L'écoute aussi, vraiment quand même au cœur de notre métier. C'est ça, c'est d'être une présence bienveillante, une oreille attentive, et parfois rien que ça, c'est déjà énorme, en fait.
parce qu'on ne se sent pas forcément écouté quand on devient mère ou quand on va devenir mère. On entend beaucoup de conseils, on entend des faut pas faire comme ci, il faut faire comme ça, des à moi, mon accouchement ça a été horrible, je vais te raconter. Non, en fait, elles n'ont pas besoin de ça, tu vois, à ce moment-là, elles ont besoin de se centrer sur elles, d'être dans leur bulle, et c'est difficile de faire abstraction de tout ça. Puis tout ce qu'on peut lire sur Internet, il y a tellement beaucoup d'informations aujourd'hui, on est dans une époque, il y a énormément d'informations, mais on se noie, quoi. Et même, tu vas en parler de la famille, des liens, même des fois quelque chose qui peut paraître gentil, une remarque de la part de la belle-mère, de la mère, du coup de la grand-mère de l'enfant, qui au départ est pleine de bonnes intentions, je pense, mais en fait c'est vécu comme une remarque, une critique. Ça peut être très douloureux aussi, je pense, quand on est justement en train de faire ce switch vers la matrescence dont tu parlais juste avant. Je pense que c'est compliqué à vivre, surtout quand ça vient de sa propre maman ou de sa propre belle-maman. Ça peut être très, très compliqué. On peut avoir du mal à se situer aussi, se dire « mais si elle me dit ça, c'est peut-être pour mon bien ». Alors qu'en fait, au fond de toi, tu sens que toi, tu as envie d'autre chose. C'est dur à équilibrer, et c'est là que la doula est là aussi, je pense, pour ramener un peu d'équilibre là-dedans et juste du soutien, de l'écoute. Et puis je pense que beaucoup de femmes sont un peu déconnectées aussi de ce qui se passe dans leur corps, et je pense qu'au fond de nous, on sait ce qui est bon. C'est juste qu'il faut aller le chercher, quoi. C'est ça, il faut déjà être en contact avec soi. C'est vrai que c'est très difficile quand c'est des personnes de la famille, quand il y a de l'affect, de faire abstraction de ça, encore plus que si c'est un inconnu, évidemment. Mais c'est sûr que être en contact avec ses ressentis, c'est vraiment la première porte pour, je pense. pour rester aligné et s'écouter et savoir écouter les besoins de son bébé. Il faut sentir qu'est-ce qui se passe en nous, parce que quand ton bébé il pleure, tu ressens des choses. C'est ça. Il faut écouter ça. Mais je pense que toi, dans ton travail, t'es là pour les autoriser, en fait, ces femmes à écouter ce ressenti-là. C'est ça, c'est d'offrir en fait un espace où ça c'est possible. C'est-à-dire que on a des outils comme l'écoute active, où vraiment on est là pour que, en fait, juste le miroir qu'on donne à la mère et l'espace qu'on lui propose va lui permettre souvent elle-même de trouver les réponses aux questions qu'elle se pose. C'est pas... Bien sûr, on va leur apporter des informations, parce qu'on est au fait des recherches, de ce qui... qu'est-ce qui... concrètement... Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se fait aussi en ce moment, parce que des fois, il y a toujours de nouvelles études aussi sur... J'imagine même les neurosciences, tout ce qui se passe autant pour la mère que pour le bébé. Mais tu peux aussi l'amener des fois avec des termes un peu moins médicaux ou scientifiques, parce que ça peut faire peur aussi à certaines, je pense. Mais donc nous, notre rôle, c'est de leur apporter des informations quand c'est ça qu'ils ont besoin pour trouver qu'est-ce qu'ils veulent. Par exemple, s'ils ne savent pas de quelle manière ils veulent accoucher, leur apporter des informations sur l'accouchement physiologique et sur toutes sortes d'informations. Vont les aider à après eux-mêmes faire leur choix. Mais quand il y a des choses un peu compliquées, des questionnements et tout, nous on n'est pas là pour leur dire qu'est-ce qu'ils doivent faire. Vraiment, on est juste là pour qu'ils trouvent eux-mêmes le chemin vers eux-mêmes, en fait. Toi tu es juste là pour leur exposer ce qui se fait, ce qui est possible, de toutes les manières que ce soit, mais c'est jamais toi qui fais le choix. Sans jugement et tout ça. Mais c'est vrai que déjà d'apporter les bonnes informations, parce que quand on entend 50 sons de cloches différents, d'avoir une personne référente qui est quand même informée sur le sujet. C'est, par exemple, pour l'allaitement, on sait que ça peut être très difficile de démarrer un allaitement, surtout si en fait on n'a pas juste une personne référente sur qui on va pouvoir compter quand on a des questions, parce que sinon on va avoir des choses très contradictoires, on va entendre et ça va nous embrouiller et voilà. Mais de se dire cette personne là je lui fais confiance et je sais qu'elle peut me guider, ça va faciliter la chose. C'est clair. Et toi, comment tout ça a commencé? Parce que tu disais donc tu avais ton travail de photographe. Comment t'es arrivée à vouloir te former en tant que doula? Donc tu es maman, c'est ce que tu disais au début. Oui. Est-ce que c'est avec ce cheminement-là de maman qui après t'a amené vers ça aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a eu d'autres choses? Moi, j'ai découvert ce qu'était une doula quand j'étais enceinte. Ok. Donc en 2011. Mais je
pensais pas qu'il y en avait en France. Enfin, j'en avais jamais entendu parler en France. Pour moi, c'était un truc qui se faisait ailleurs, mais voilà, j'avais compris que ça existait, tout ça. Mais j'en avais pas entendu parler ici, donc pour moi, c'était quelque chose qui existait, mais auquel j'avais pas forcément accès, en fait. Donc ça, c'était la première étape, mais c'est plus tard. J'ai fait donc une formation autour des réflexes archaïques, réflexes primitifs. Et c'est là qu'au cours de cette formation, un jour est intervenue une doula qui faisait partie de l'institut de formation, et qui était à l'association Doula de France. Et là, tu t'es dit, il y en a en France. Et là, je me suis dit, mais il y en a en France. Parce que voilà, j'en avais pas trop entendu parler depuis ma grossesse. T'en entendais parler de beaucoup de choses à l'étranger, en fait, et pas du tout en France. Voilà. Et du coup, là, ça m'a vraiment interpellée. Je me suis dit, parce que c'est quelque chose qui me parle, donc pour la petite histoire, ma maman était sage-femme. Donc il y a déjà quand même un passif. Et dans ma lignée, du côté de ma mère, il y a eu aussi une autre sage-femme, je sais. Donc je pense qu'il y a aussi quelque chose, peut-être que je porte un peu dans les gènes, d'être une personne qui accompagne ce moment de la vie et tout ça. Et du coup, moi, depuis toute petite, je disais que je voulais être maman. J'étais très attirée par les bébés. Enfin voilà, c'est un truc il se passe quelque chose, là, quoi. Voilà, ça m'a toujours titillée, en fait. Donc j'avais le désir d'être une jeune maman, mais c'est quand même arrivé plus tôt que prévu, que ce que j'aurais pensé, parce que du coup j'ai accouché de mon fils. J'avais pas encore 23 ans. J'étais à l'année de mes 23 ans. Et donc c'est quand même relativement jeune. Ça peut paraître jeune. Ça dépend, mais moi, mes potes, ils n'en étaient pas du tout là dans leur vie. Alors quand moi, ça s'est présenté. Maman, je suis contente aujourd'hui de l'avoir eu tôt. Mais voilà. T'as fait comme ça ton cheminement, et du coup, à cette formation de réflexe archaïque, il y a une doula qui intervenait et qui parlait de... Comme quoi, il y en avait en France, quoi. Et là, toi, ça t'a fait le tilt. Voilà, là, j'ai vraiment découvert qu'il y avait un monde des doulas qui existait en France, même si c'était encore assez peu connu, parce que ça l'est de plus en plus, mais c'est quand même... faut quand même encore toujours que j'explique qu'est-ce que c'est une doula quand on me demande ce que je fais. Donc, c'est qu'il y a du chemin. Mais voilà, donc en fait j'avais commencé cette formation autour des réflexes, qui est un vaste sujet, vraiment. Si tu peux le définir un petit peu. Moi j'aime bien ce terme, mais je sais pas exactement ce que c'est. J'imagine que c'est quelque chose d'un peu inné qu'a le bébé, que fait le bébé. En fait, c'est vraiment tout ce qui régit l'inné chez le bébé, qui va permettre son développement. Donc son développement tant physique, de commencer déjà de naître, parce qu'en fait pendant la naissance il y a plus d'une vingtaine de réflexes qui interviennent pour que la naissance se passe. En fait, il y a le corps de la mère qui va expulser l'enfant, mais c'est l'enfant qui va faire certains mouvements pour pouvoir sortir, et ça c'est inné, quoi. Et donc il y a la naissance. Mais après, ça va être de la première tétée, de savoir téter, juste ça, de savoir se nourrir. Ça s'apprend pas, en fait, on l'a en nous. Voilà, et c'est un réflexe, quoi. Et donc après, de le relever sa tête, de tenir sa tête pour ensuite se redresser, s'ériger contre la gravité, en fait, muscler sa colonne vertébrale, pouvoir se mettre en position en quatre pattes, pouvoir avancer en quatre pattes, pouvoir se mettre debout. Tenir aussi, je crois, le fait que... Tout, en fait. Mais voilà, cette chronologie de passer, en fait, on va dire, d'un petit mollusque qui sort de l'eau, qui est vraiment d'un milieu aquatique et qui ne connaît pas la pesanteur, et qui d'un coup est écrasé par la gravité et doit s'ériger contre elle pour grandir, en fait. Donc c'est tout ce cheminement. La respiration, ça en fait partie. La respiration en fait partie. Le réflexe de Moreau, par exemple, qui est un des plus connus de nom, on va dire. C'est celui qui permet la première respiration de l'enfant. Et le premier cri, quoi, c'est le réflexe de Moreau. C'est tellement puissant. Et c'est celui aussi, donc, quand on observe chez les petits nourrissons, quand il y a un stimuli, ça peut être un bruit, une lumière forte, quelque chose, un stimuli un peu brusque, il va sursauter comme ça en ouvrant grand ses bras. Je sais pas si tu as déjà vu ça. Si, je vois. Ça, c'est le réflexe de Moreau. Et donc... Oui, c'est des choses que tu contrôles pas, c'est ton corps qui... En fait, c'est un stimuli qui va provoquer... c'est la connexion entre le cerveau et le corps, donc ça, on va dire
c'est une pulsion électrique qui va créer un mouvement dans le corps. Ça part du cerveau. Donc, au départ, c'est dans le tronc cérébral et puis ça va provoquer un mouvement en fait. Donc un mouvement incontrôlé. Mais à force de faire ces mouvements, non seulement ça va muscler le corps, et puis tu crées des réactions. Et puis tu crées des chemins neuronaux dans le cerveau qui font qu'après tu vas pouvoir faire ce mouvement de manière contrôlée. Mais tout ça, c'est vraiment comme une sorte de puzzle. Tous les réflexes s'imbriquent les uns dans les autres dans une certaine chronologie. Et c'est à force de stimulation. Est-ce que par exemple même le massage ou les chatouilles, tout ça sur le bébé, ça doit à force créer comme ça le contact, oui, en fait tout ce qui passe par les 5 sens aussi, donc évidemment. Mais moi je trouve ce sujet passionnant parce que c'est la base de qui nous sommes. C'est la base de la vie, quoi. On part tous de là. En fait, on est tous nés et on a tous eu des réflexes. Ça, c'est un truc tous les êtres humains de la planète ont eu les mêmes réflexes, plus ou moins au même moment. Je trouve ça fascinant. C'est incroyable, ça me donne des frissons. Moi, je trouve ça passionnant. Rien que la première respiration, en médecine chinoise, on a une explication de tout ça, et c'est d'ailleurs un très bon moyen d'expliquer un peu ce qu'est l'énergie, tu vois, qui circule dans notre corps, ce côté pulsion. Et pour moi, c'est un des meilleurs exemples, comme le cœur qui se met à battre, le cœur du bébé dans le ventre de la maman au bout de je ne sais plus combien de semaines. C'est quelque chose, ça se déclenche, c'est comme ça se met en place. C'est tellement puissant et le truc ne s'arrête plus. Je trouve ça magique. La première bouffée d'air, je trouve que c'est le premier cri, tout. Il y a vraiment quelque chose où là, c'est de l'ordre du... Je dirais pas du miracle, mais tu vois, il y a quelque chose là qu'on ne contrôle pas, quoi. C'est un peu magique, la vie. Donc, c'est chouette. Moi, j'adore, ça me parle trop. Et pourtant, je suis pas maman. Question du coup, est-ce qu'il faut absolument être maman pour être doula ? Il y a d'excellentes doulas, j'en connais, qui ne sont pas mères encore ou qui ne l'ont pas été aussi dans leur vie. Voilà, et c'est vraiment une histoire de plus de posture que d'expérience. Tu vois. Parce que justement, en fait, même je pense que parfois... C'est même mieux. Enfin, c'est pas que c'est mieux, mais que parfois ça peut interférer d'avoir justement... En tout cas, une bonne doula, il faut qu'elle ait cheminé sur sa propre expérience de mère si elle est mère. Parce que tu peux pas être en face de quelqu'un et bien être là pour lui si à chaque fois qu'il parle de quelque chose, ça te renvoie à ta propre histoire, en fait. Oui, si t'as pas fait le chemin de toi travailler sur ton histoire, admettons un accouchement hyper difficile, césarienne d'urgence, un truc pas tip-top, ou en tout cas que la mère a mal vécu, si elle devient doula plus tard... Faudra qu'elle ait fait un peu son chemin là-dessus. C'est important. Sinon, de nouveau, elle peut même, je pense, amener des peurs aussi aux femmes qu'elle accompagne. Sans le vouloir, mais tu vois, dans le discours, je pense ça peut être un peu déséquilibré. C'est pour ça que moi, j'ai trouvé super la formation que j'ai faite où on a vraiment toutes cheminé, mais c'est incroyable, en fait, tout ce qui se passe. Parce que vraiment, pendant cette formation, bien sûr, on nous apporte des informations, on apprend des choses. Mais en fait, surtout, on travaille sur notre propre histoire en tant que... Comment on est né, enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour nous quand on était bébé, autant que pour celles qui sont mères. De qu'est-ce qui s'est passé pour chaque grossesse, chaque accouchement. Donc ta naissance, ça compte aussi. La manière dont toi, t'es née, c'était important pour le développement, même après de ta formation, tout. En tout cas, ça te renvoie à des choses que tu te dis, mais moi, je sais pas, par exemple, si t'as pas été allaitée. En tout cas, on sait aujourd'hui que les personnes qui ont eu autour d'elles, qui ont vu des femmes allaitées, juste rien que, même si on t'a jamais vraiment expliqué, parlé de rien, d'avoir vu des femmes allaitées devant toi, c'est un gros plus pour toi si tu vas allaiter plus tard. Oui, dans ton cerveau, c'est normal. C'est en fait, il y a tout un truc, on est des mammifères, chez les mammifères, le mimétisme, c'est une grande part aussi, dans l'apprentissage, il y a tellement de choses qui passent par juste imiter. Alors moi, par exemple, pour ma propre histoire, je peux partager ça, j'ai un petit frère qui a 14 ans de moins que moi. Donc j'avais 14 ans quand il est né. Les grands étaient déjà partis de la maison, et donc j'étais la grande à la maison. Et donc j'ai vu ma mère enceinte, j'ai vu ma mère allaiter, et je pense que ça m'a vraiment portée et nourrie. J'ai connu aucune difficulté d'allaitement. Et encore ça, plus toi, à 14-15 ans,
en pleine construction, tu vois, de l'adolescence et tout, c'était beau de voir j'étais clairement la nounou officielle. Ouais. Mais t'étais déjà doula un peu. J'étais déjà doula, oui, c'est vrai, je pense. Sans en avoir le titre, tu vois, au final, t'étais déjà... savoir. Ouais. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est quelque chose qui m'avait, quand on a abordé le thème de l'allaitement pendant la formation, en fait, là, j'ai pris une grosse claque dans la gueule parce que je me suis rendu compte à quel point ça pouvait être difficile. Et moi, je l'avais vécu, mais tellement facilement, que c'est là que moi, je commençais à douter, de me dire, mais est-ce que je serais capable d'accompagner des femmes qui ont des grosses difficultés d'allaitement, sachant que moi, en fait, je croyais que c'était facile, quoi. Ouais. Tu vois. Parce que pour le coup, autant c'est un réflexe un peu inné pour le bébé, et encore, il y en a qui ont des difficultés. Voilà, tout dépend avec comment ils sont nés, s'ils sont très grands prématurés ou ça. pas, plein de choses. Et même pour la mère, parce que je crois que physiquement ça peut être douloureux, ça peut être intense dans ce qu'on ressent dans le corps aussi, pour le coup dans la poitrine. Et puis il y a des femmes pour qui c'est compliqué. Moi je sais que typiquement, donc moi j'ai pas été allaitée parce que je crois que ma mère a essayé. Alors après, tout dépend comment on l'a amenée à ça aussi sur le moment à la maternité. Mais je crois qu'il y avait un côté un peu rude des personnes qui étaient un peu rustres, même je dirais, des personnes qui étaient là pour l'encadrement de ma naissance. Et c'est ce qui fait que je pense que voilà, elle a dû essayer vite fait. Et l'encadrement faisait qu'elle a dû se dire ouais non en fait c'est pas pour moi. Oui, c'est surtout avec l'allaitement. Un rejet un peu. Et du coup maintenant elle est très... oh, y a pas besoin. Oui. Et du coup, limite à l'opposé. Donc moi, j'essaie un peu de me mettre de la distance par rapport à ça parce que j'ai pas d'avis et je verrai aussi comment ça se passe pour moi le jour J. Mais c'est vrai que moi, j'ai grandi en entendant qu'il n'y a pas besoin, que comme ça, le père a aussi sa place de nourrir l'enfant, tu vois, et un peu... Je sais pas quel est ton avis là-dessus, mais c'est vrai que moi, elle avait beaucoup ce discours-là. Ce qui fait que moi, j'ai dû ramener beaucoup de douceur quand je me mettais à avoir des femmes autour de moi qui allaitaient. Parce que c'était pas... Oui, ça, contrairement par rapport à toi, à ton histoire, c'était pas... Voilà, comme moi, c'était pas du tout. Et au contraire, ma belle-mère, elle, a allaité tous ses enfants. Il y a un regard beaucoup plus doux là-dessus aussi. Et du coup, j'ai essayé d'équilibrer un peu les deux visions. Et c'est ce qui fait que mon avis est assez neutre là-dessus. Et je sais que pour certaines femmes, pour le coup, comme pour toi, c'est facile, ça se fait facilement avec beaucoup d'aisance et de douceur et c'est naturel. Et je sais que pour d'autres femmes, même si elles adoreraient pouvoir allaiter, ça peut être long, ça peut être compliqué. Il y a un allaitement qui est un peu, des fois, qui met des semaines à se mettre vraiment en place avec une routine. Je crois que la position, ça peut changer. On entend tout un tas de versions aussi. Oui, beaucoup de choses à prendre en compte. Mais c'est là que la doula, je pense, a vraiment un rôle à jouer sur que le discours soit unique et encore une fois avec toutes les possibilités qu'ont les mères et après tu t'expérimentes, je pense, tu testes. C'est ça, en fait c'est beaucoup ça. Après quand on devient maman, il faut essayer plein de choses tout le temps. Il faut, voilà. Puis il y a un truc qui va marcher 3 jours et le 4e jour ça marchera plus, il faut de nouveau se réinventer. Mais sur l'allaitement, c'est vraiment les 5-6 premières semaines de la vie du bébé qui sont primordiales pour mettre l'allaitement en place. Et c'est là que, voilà, c'est dès le début, en fait, il faut être bien accompagné parce que si tu dépasses un peu ces 6 semaines, après, ça peut être vraiment compliqué d'arriver à trouver un équilibre dans ce lien d'allaitement. Voilà, c'est vraiment dès le début, là, qu'il faut être bien accompagné. Je sais qu'il existe des conseillères en lactation. Oui. Est-ce que, tu vois, c'est quelque chose qui est défini pour l'allaitement, il faut aller voir cette personne-là? Ou est-ce que la doula, pour le coup, est aussi formée, tu vois, à accompagner quand même l'allaitement? Comment ça se passe? Alors ça dépend des doulas, de quelle formation elles ont faite. Voilà, il y en a qui sont spécialisées un peu avec l'allaitement et d'autres pas plus que ça. Toi, dans ta formation, il y avait une partie quand même là-dessus? Oui, il y a un module spécial juste sur l'allaitement où on aborde tout ça. Voilà, tout dépend en fait. Ça dépend. Ça dépend. Il y a autant de doulas après, enfin de façon d'être une doula qu'il y a de femmes doulas. Donc, s'il y a quelque chose que je peux rajouter, parce que tout à l'heure, dans ce que tu as dit, ça m'a interpellée. Je sais. Quand on parle de la place du papa par rapport justement à l'allaitement, enfin à donner le biberon, enfin ce truc de vouloir faire participer le papa dans nourrir l'enfant au tout début de la vie du bébé. En fait, moi, je vais dire vraiment ce que je pense là-dessus, c'est que en fait, son rôle à lui, même si parfois il aimerait bien, même si ça le frustre, il n'est pas là.
C'est-à-dire que soutenir... être là pour son bébé, parfois, c'est juste être là pour la maman. Et être là pour la soutenir dans son allaitement, c'est peut-être ne pas lui dire « Ah ben moi, quand même, je suis un peu jaloux que t'aies ce lien avec lui parce qu'il t'aide et que moi, je lui donne pas à manger. » Il y a des pères qui se sentent mis à l'écart. Voilà. Ouais, c'est dur. Et en fait, je trouve ça tellement dommage parce que parfois, ça peut foutre des allaitements en l'air. Même l'histoire du couple aussi, de comment ça peut être compliqué parce que du coup l'un se trouve à l'écart alors que toi en tant que femme et en tant que mère t'es en train de vivre un truc important et ça se passe bien et limite c'est quelqu'un d'extérieur à ce cocon. C'est une dyade en fait. Maman bébé, c'est vraiment, il faut avoir peut-être un peu l'humilité quand on est papa de comprendre que en fait, son rôle, il est hyper important. Je dis papa, bon, parfois, c'est une deuxième maman. Oui, voilà. Partenaire. Mais en tout cas, d'être celui qui n'allaite pas, et ben, c'est pas grave, c'est OK. Ça va durer quelques semaines, mais tu auras d'autres choses à vivre avec ton bébé. Et la transmission viendra plus tard aussi, des fois, avec le coparent. Est-ce que c'est pas un peu de l'ego, de se dire, je suis moins important pour l'instant ? C'est ok, en fait, c'est le rôle de... Si c'est la mère qui porte l'enfant, c'est pas pour rien. Si c'est elle qui a les seins gorgés de lait, c'est pas pour rien. Parce que l'enfant, il a besoin de retrouver cette dyade. Il a été porté pendant 9 mois. Il était quand même à l'intérieur du corps de quelqu'un, quoi. Ah ben, je veux dire, il vient de là, il en sort, mais il a besoin pendant au moins 9 mois de retrouver un peu le ventre externe, c'est-à-dire d'être beaucoup contenu, d'être beaucoup porté dans les bras. En sentant l'odeur, touchant la peau, entendre le cœur, tout ce qu'il avait à l'intérieur, de essayer de le retrouver au maximum à l'extérieur. Et souvent, c'est dans les bras de la mère, aussi dans les bras du papa. Mais si c'est la maman qui le porte, c'est pas pour rien, c'est sûr. Voilà, et donc... parfois, ça t'est déjà arrivé d'avoir une mère qui était peut-être, tu vois, avec un côté moins maternel que le papa, et que le papa ait lui ce côté plus maternel, tu vois, presque... Parce que des fois, ça peut être très, très lié, presque confus. Et même si c'est elle qui l'a porté, elle se sent... Il y a des femmes qui se sentent pas mères de suite, quoi. Tu vois, on dit... Je sais pas ce que t'en penses de ça, mais moi, j'avais du mal à croire en un certain instinct maternel. Tu sais que je pense qu'au fond, il y a quand même quelque chose. Mais t'as quand même des femmes qui sont complètement déconnectées de ce truc-là. Ou alors qui n'y croient pas du tout, ou qui n'ont pas le coup de foudre, tu vois, en voyant leur bébé. Je sais pas quel est ton regard là-dessus. Moi déjà, je dirais que tout dépend de comment s'est passée la naissance. Parce qu'en fait, déjà quand on intervient, donc médicalement, quand on intervient avec des hormones de synthèse, ce qui est quasiment toujours le cas quand on accouche en structure hospitalière, et ben en fait on vient quand même c'est intrusif aussi dans ce moment-là. C'est intrusif et on vient quand même un peu déstabiliser un équilibre naturel dans un accouchement totalement physiologique. Tout a un rôle, chaque hormone fait en sorte que les contractions soient moins douloureuses parce qu'elles viennent parce que l'ocytocine vient en couple avec l'endorphine, qui est un antidouleur. Tout est une logique parfaite, en fait. Et dès que tu interviens là-dedans, forcément, ça a des conséquences. Il ne faut pas se leurrer. Après, parfois, on fait comme on peut, on fait comme on veut aussi. Mais quand on est au courant de comment ça se passe, on comprend, voilà. Et parfois, juste un bébé qui est séparé de sa mère dès qu'il est sorti, je ne sais pas s'il respire mal, donc on le prend à sa mère pour aller lui aspirer, lui faire des trucs, machin. Et que pendant les 2 premières heures de vie, c'est primordial que le bébé soit avec sa mère. C'est là que le lien d'attachement, en fait, se fait. Et donc, il y a plein de choses, tout dépend de l'histoire, de qu'est-ce qui s'est passé, de comment... Et puis parfois, même si ça s'est quand même plutôt bien passé, il faut un temps pour la mère. C'est un énorme bouleversement et c'est ok. On a toutes, on fait comme on peut sur le moment avec ce qu'il y a et ça peut quand même très bien se passer par la suite et avoir été au départ difficile. Mais c'est bien que tu le dises parce que je pense qu'on peut avoir de gros moments de solitude en tant que jeune maman. Je ne l'ai pas encore vécu moi dans ma chair, mais je pense que
ça peut être vraiment intense et que c'est pas forcément inné chez tout le monde et que des fois ça peut prendre du temps et ça veut pas dire qu'on n'aime pas son bébé. Non, tu vois. Bien sûr. Et puis je me rappelle de quelque chose qu'on nous avait dit à la formation qui m'avait marquée. C'était de dire nous, quand le bébé arrive, on l'aime instantanément en fait. On tombe amoureux de son bébé. Toutes les hormones sont là pour ça, en fait. C'est les mêmes que quand tu tombes amoureux, quand ton bébé arrive, c'était une déferlante d'amour. Mais ton bébé, il t'aime pas. Ton bébé, il a besoin de toi. Mais il va apprendre, il va t'aimer par la suite. Ouais, par ta présence, voilà. D'un certain côté, c'est juste, il a besoin de toi. Mais c'est pas un truc de il aime plus sa maman ou plus son papa. En fait, lui, il est pas là-dedans. Lui, c'est un petit être qui essaie de survivre. Voilà. Et juste, c'est ses réflexes et c'est les hormones et tout qui régissent son corps. Mais lui, il est. Oui, il est neutre. Je crois à d'autres plans plus spirituels et tout, et donc on peut voir les choses d'une autre manière. Mais dans tous les cas, c'était intéressant d'entendre ça, de dire. Pas de compétition. Entre les parents et tout ça, il faut pas qu'il y ait de compétition parce qu'en fait, là, on est là ensemble pour la survie d'un petit être. Ou là, tout de suite, sans toi, il ne pourra pas vivre. Voilà. Donc, c'est concret. Après, c'est sûr que si on parle d'âme ou de spiritualité, moi, je suis convaincue qu'on choisit nos parents là où on s'incarne. Mais c'est vrai que factuellement, un bébé, un nourrisson qui vient de naître, il a juste besoin de toi pour continuer et un bon développement, quoi. J'aimerais qu'on parle des massages que tu proposes et des soins Rebozo aussi, si tu peux définir aussi ce que c'est. Oui. Parce que ça aussi, on en entend un petit peu plus parler là ces derniers temps, j'ai l'impression, en France. Mais j'ai la sensation qu'il y a 15 ans, on en parlait beaucoup moins, tu vois. Donc est-ce que c'est quelque chose qui, pareil, revient avec aussi, comme les doulas, comme cette conscience aussi qu'on rapporte à la maternité? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors, le soin Rebozo, c'est... Donc, le Rebozo, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, vas-y. Le Rebozo, c'est un tissu traditionnel mexicain. Ok, jusque-là, c'est bon. Donc, avec un tissage particulier qui permet vraiment de pratiquer certaines choses. Et donc, autour de la naissance, donc pendant la grossesse, pendant l'accouchement, et après au début de la vie pour la mère, en postpartum immédiat, c'est hyper un outil génial vraiment, parce qu'il permet de faire plein de choses. C'est très polyvalent, avec le Rebozo on peut faire plein de choses différentes, et notamment il y a des soins Rebozo qui sont proposés, qui sont les soins traditionnels Rebozo. Ça dure un peu plus de 4 heures en général. Il y a plusieurs étapes. Il y a une sobada, c'est donc un genre de massage, souvent à 4 mains, un peu intuitif. C'est pas un massage protocolaire. Il y a une partie avec des hydrolats de fleurs, une partie avec de l'huile. Moi, comment je l'ai reçu, comment on me l'a transmis, c'est comme ça. Mais après, je sais pas, il y a peut-être des différences selon... Mais donc voilà, tout ça, ça vient du Mexique. Malheureusement, on est aujourd'hui, nous, obligés d'aller chercher... malheureusement ou pas, mais en tout cas, on a tellement, je pense, perdu ce qui se faisait ancestralement ici chez nous qu'on va ailleurs chercher ça. Mais après, c'est des super... c'est des transmissions qui sont merveilleuses. Le Rebozo, c'est vraiment un outil fabuleux. Il y a ce massage. Il y a une sorte de massage. Ensuite, il y a le... Alors, après, l'ordre aussi peut varier, mais il y a toute une partie... moi, j'ai fait une formation avec le bain aux herbes. Ok. Parfois, on fait un témascal avec la sudation. Ouais. Okay. Mais moi, j'ai eu une transmission avec un bain aux herbes. Donc, c'est des infusions d'herbes. Donc, selon les besoins de la mère, on va adapter quelle plante on va choisir, etc. Okay. Donc, une dizaine de plantes. Directement dans l'eau comme une infusion? Non, c'est une décoction qu'on prépare la veille, donc c'est vraiment chargé en essence, en essence des plantes. Et en fait, la mère est plongée dans une petite... j'ai plus le mot, une tina, ça s'appelle. Une sorte de petite baignoire bassine. Elle est donc assise, accroupie. Ouais. Et là, on fait tout un rituel avec cette eau, ce thé, cette macération de plantes. Okay. Et c'est un moment très très fort en général.
Et puis après, il y a le resserrage du corps. Souvent, c'est ça qu'on connaît quand on dit soin rebozo, quoi. Voilà, tout le corps, de la tête aux pieds, avec les tissus, on vient resserrer. En fait, la mère qui donne donc la vie, en tout cas lors d'un accouchement par voie basse, elle s'ouvre, son bassin s'ouvre comme jamais tu t'ouvres dans ta vie autrement qu'à ce moment-là. C'est assez fou d'imaginer que tout le corps d'un bébé passe par là, quoi. Vraiment, le bassin crée une ouverture. Je vois à ce moment-là, la mère est vraiment comme une porte, quoi, un portail du monde invisible au monde physique. Et puis qui est dédié à ça, quoi. Dans l'instant, le corps, il est là que pour ça, que ça passe, quoi. Tu deviens un passage, quoi. Et donc forcément, mais physiquement, ton corps s'ouvre, quoi. T'as l'impression de te craqueler. Et donc, il faut venir refermer ça, parce que tu perds beaucoup trop d'énergie si tu restes trop ouvert. Et puis, c'est juste la sensation de recevoir le rebozo. Enfin, c'est tellement bon, tellement doux, tellement enveloppant. Voilà. Un jour on m'a dit, tu fais des câlins avec des tissus quand tu fais le rebozo. C'est vraiment, c'est une belle image. C'est ça. Et donc voilà, c'est important de venir faire refermer, que la mère son énergie se recentre, en fait. On m'avait dit aussi que c'était beaucoup quelque chose pour en tant que femme, donc plus en tant que mère, mais réellement retrouver son corps aussi, retrouver la conscience de son corps, parce que avant un soin rebozo, en fonction de comment se passe la naissance, cette transmission, tout ça, après tu peux avoir l'impression d'être juste à côté de tes baskets, quoi, juste à côté de ton corps. Mais souvent c'est parce que énergétiquement t'es plus du tout aligné, quoi. Et le soin rebozo avec cette espèce de, surtout le resserrage, parce que c'est ce qu'on voit en général, c'est ce qu'on a en tête comme image, d'un coup tu viens tout réaligner, tout compacter, quoi, que tout remettre en place. Et je pense que c'est pareil, c'est nécessaire, quoi. Meilleur cadeau à offrir à une mère qui... Le mieux, c'est de le faire au bout de combien de temps après la naissance ? Tout dépend. Tout dépend s'il y a eu, par exemple, s'il y a une césarienne qui a des points, on va... Enfin, ça dépend de la mère, mais normalement, ça se fait très tôt, juste après la naissance. Déjà, rien que resserrer le bassin. Après, pour un soin complet... ça peut attendre plus tard ou quoi. Voilà, c'est quand ça sera le moment, en fait. Quand la mère en ressentira le besoin, il faut le faire, quoi, parce que ça peut être tard, ça peut être... Et après, il n'y a pas forcément besoin non plus d'avoir été mère, par exemple, si quelqu'un a vécu des violences, des traumas, ou un avortement, des choses qui restent traumatiques, et ben c'est quelque chose qui va quand même faire un bien... énorme. Donc Est-ce que c'est intéressant aussi au moment de la ménopause, tu vois, des femmes qui, pareil, se sentent complètement à côté de leur pompe ou complètement déconnectées de leur corps et de ce qui se passe, parce que c'est une espèce d'adolescence inversée, enfin de puberté inversée, ça peut être aussi intéressant, tu vois ? Dirais oui. Oui. En fait, je pense qu'à tout moment de la vie, quand on en ressent le besoin, ça peut faire qu'un bien fou. Un peu comme un rite de passage aussi, c'est ça. Là encore. C'est ce que j'allais dire après, c'est que c'est vraiment... ça accompagne aussi un passage et en se reconnectant à soi, voilà. Et après, le rebozo, c'est aussi un outil. Par exemple, moi, je l'ai vécu lors d'un accouchement que j'ai assisté en binôme avec une autre doula, où là, l'outil rebozo pour soulager pendant les contractions et pour aider vraiment au moment de l'émergence de la tête du bébé, tout ça, pour l'aider à sortir... Là, c'était... en fait, on n'avait pas le choix. La mère, elle nous ordonnait de lui faire vibrer le bassin avec le rebozo. En soulevant un petit peu pour Non, aider. en fait, en appuyant, en faisant des vibrations comme ça. Et là, elle voulait ça, quoi. Et donc, non-stop. Donc, c'était... intense physique. C'est clair. Et vraiment, tu vois, là, j'ai vraiment compris comme, en fait... On vient secouer le bassin. Et c'est comme, pareil, c'était l'image... quand tu veux faire... T'as une bouteille de... Je sais pas, un tube de mayonnaise, presque vide. Et ben si tu le secoues pas, ce qui reste dedans, tu vas avoir du mal à le sortir. Et ben venir, faire vibrer et secouer le truc, c'était vraiment là ce qui aidait, en fait, à faire que la tête trouve son chemin, son passage pour sortir. Et en faisant vibrer, tu ramènes aussi l'énergie, tout centralisé à cet endroit-là, quoi. Et là, j'ai vraiment vu... Oui, et là, pour le coup, il y a un côté très pratique, c'est un outil, quoi, qui va vraiment aider à ce moment-là, quoi. Ok.
Waouh, c'est puissant. Donc ça a plein d'utilités différentes, mais c'est vraiment un chouette outil, très beau. Et les massages que tu pratiques, c'est le massage du soin Rebozo ou il y a d'autres types de massages que tu pratiques toi? Alors j'ai fait une petite formation juste pour apprendre un protocole massage femme enceinte, donc qui se pratique sur le côté. Ok. Oui, comme ça, au moins, c'est dans un cadre aussi et tu sais que tu peux le faire, quoi. Et oui, c'est aussi surtout pour que la mère soit dans une position qu'elle peut tenir assez longtemps, parce que quand t'es en fin de grossesse, c'est impossible. Rester allongée dans la même position longtemps, c'est pas possible. Alors, sur le côté, c'est ce qui passe le mieux. C'est un massage qui dure environ 40-45 minutes. Ok. Mais je le propose pour les femmes que j'accompagne. Ouais. Oui, ça fait vraiment partie de ton accompagnement global, quoi. Après, ça peut être aussi, comme j'aime bien masser en général, si je suis en rendez-vous avec la maman et je sens qu'elle a besoin d'un petit moment de détente, je peux lui proposer de lui masser le crâne ou oui, les ça en pieds fait partie, ou les mains, ou les épaules si c'est ça qu'elle a tendu. Enfin voilà, ça peut, c'est un outil qui va aussi spontanément se présenter, mais elle peut aussi prendre un rendez-vous spécialisé pour que je lui fasse un massage femme enceinte, donc de tout le corps avec aux huiles et tout ça. Et là, Il s'est passé combien de temps entre ta formation au réflexe archaïque, où tu t'es rendu compte qu'il y avait cet un peu institut de doula en France, et vraiment le moment où toi tu t'es formée? Est-ce que c'est direct où tu t'es dit là c'est tout de suite je le fais maintenant parce que ça m'appelle, ou est-ce que tu vois il y a eu encore un petit cheminement entre les deux? En fait les deux, parce que j'ai voulu commencer tout de suite, mais les inscriptions pour l'année qui suivait étaient déjà pleines. Donc j'ai dû attendre un peu plus d'1 an pour intégrer. Donc moi j'étais décidée, mais j'ai dû attendre au moins 6-8 mois pour postuler, pour voir si j'avais ma place pour la promo suivante. Oui, donc ça... Toi, t'avais envie direct, et en même temps, il y a eu un petit temps quand même de maturation pour le projet aussi derrière. Parce que c'est sur liste d'attente, c'est sur candidature. Je sais qu'elles ont, en tout cas à l'Institut de France, elles ont ouvert plus de promos, parce que c'est dans différentes villes. Mais voilà, et donc je sais qu'il y a aussi des nouvelles formatrices. On sait que ça se développe, c'est qu'il y a de plus en plus de demandes. Mais voilà, en fait, comme il y avait un certain nombre de places limitées, il fallait envoyer un dossier de candidature en fait, et puis elles ont pris les premiers arrivés qui leur semblaient bien sûr. le plus juste aussi. Est-ce que avec les doulas autour de chez toi, ou je sais pas, dans la région, vraiment si on prend large, est-ce que vous arrivez vous à vous rencontrer aussi? Parce que comme c'est un métier où, bon, effectivement il y a de l'humain parce que vous êtes en pleine présence avec ces mères que vous accompagnez, quel que soit le stade où elles en sont. Je pense que des fois il y a besoin aussi de se connecter à des personnes qui n'ont pas besoin d'accompagnement entre guillemets, mais qui sont déjà elles en train d'accompagner, tu vois. Est-ce que vous arrivez à passer comme ça des moments de partage, à vous retrouver? Je sais pas si ça se fait. Oui, on garde déjà avec celle de ma promo, donc moi j'ai fait la formation à Bordeaux, mais on était 5-6 de Toulouse. Et du coup on essaye quand même de se voir. Bon là ça fait un petit moment, il faut qu'on se voit, mais en tout cas on garde contact, et c'est très important en fait de pouvoir échanger, même avec celles qui sont plus loin et qu'on voit pas en physique, qu'on n'a pas vu depuis un moment. On est en contact. On a aussi gardé un groupe où on échange quand on a des questionnements. C'est important, je pense. C'est hyper important en fait, et puis d'avoir des consoeurs avec qui on peut débriefer aussi quand on est face à des choses difficiles, ou qu'on veut juste avoir une autre épaule aussi des fois, je pense, pour déjà équilibrer un peu. on a été les doulas les unes des autres pendant toute cette année de formation, et ça continue souvent, et c'est important. Je crois que c'est très important de garder de pas rester isolé dans sa pratique. C'est ça, j'allais dire, dès que t'es dans ta bulle, et puis aussi ça permet d'évoluer, je pense, de partager comme ça, parce que dès que tu t'isoles entre guillemets, parce que des fois on le fait même sans trop s'en rendre compte, tu vois, de s'isoler un peu dans sa bulle, ta pratique elle évolue, je pense, moins ou pas, en restant toujours dans ta bulle, quoi. C'est toujours plus riche de c'est ça, partager. Dès que tu partages, comme tu dis, dès que tu débriefes, tout ça, je pense que ça permet, c'est beaucoup plus enrichissant pour tout le monde,
Et moi, il n'y a rien de mieux que de partager, c'est ce qu'on fait là aussi, donc c'est trop bien. Je suis trop contente de pouvoir te donner la parole sur tout ça. Merci Lily aussi au passage de m'avoir parlé de toi. On va finir. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais ajouter avant ? Moi, s'il y a un truc que je peux rajouter, comme je sais que tu es prof de yoga. Oui, c'est vrai. Moi, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Ça m'a marqué quand tu m'en as... Justement, en fait, j'ai rencontré pour la première fois dans ma vie le yoga pendant que j'étais enceinte. Ok. Et donc, ça m'a marqué. C'était une amie de ma sœur qui était prof de yoga et qui m'a proposé, comme je vivais des choses très difficiles pendant la grossesse, qui m'a dit, mais viens à mes cours, voilà, tu vas essayer et tout ça. Et donc, c'est quelque chose qui m'a vraiment déjà porté par rapport à la grossesse, mais c'est que je faisais plus pour mon bébé, pour mon accouchement, pour me préparer à quelque chose, que vraiment pour moi, en fait. Oui, et donc, un peu plus comme un training où tu te disais, je m'entraîne pour ce moment-là, mais c'est pour mon bébé et pas pour toi. Bah, disons qu'en fait, j'ai rencontré 2 fois le yoga dans ma vie, parce que je l'ai vraiment rencontré pour moi, après 5 ans plus tard. Et là, ça a été vraiment un chamboulement où j'ai réappris à respirer déjà. Donc, comme tout à l'heure, quand tu parlais de la première respiration, moi, j'ai eu ma première respiration quand j'ai fait du yoga. C'est trop beau. Et voilà. Et c'est vrai que c'est un outil, enfin, plus qu'un outil, c'est un art de vivre et une philosophie, mais notamment pour les femmes enceintes, et donc qui vont accoucher. On le voit, les femmes qui sont connectées à leur corps, aux sensations, qui ont l'habitude de venir chercher qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et qui savent respirer, elles accouchent souvent avec beaucoup plus d'aisance, quoi. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais rajouter. D'en avoir conscience. Moi, c'est ce qui m'a marqué quand je t'ai envoyé le message juste après l'épisode avec Lily, où elle parlait de toi, et en fait, j'ai eu un élan du cœur, tu vois, une pulsion de vie, de me dire faut que je lui envoie un message. Et en plus, je me suis rendu compte que du coup, elle avait déjà dû me parler de toi parce qu'au final, je te suivais déjà. C'est juste que j'avais pas fait le lien entre ce qu'elle me disait et ton compte. Donc c'est comme ça qu'on en est là aujourd'hui. Et un des premiers messages que tu m'as envoyé, c'est où tu me disais que le yoga avait changé ta vie. Et ça m'a tellement marqué que, tu vois, j'en ai même oublié dans mes questions de t'en parler, mais c'est très bien là que t'en parles là, parce que c'est comme tu dis, c'est un vrai outil et c'est vraiment puissant comme pratique, et ça, déjà tout au long de la vie, je le dis tout le temps pour tous les corps, pour tout le monde, mais c'est vrai que pour les femmes et pour cette période de la maternité, que ça soit avant grossesse aussi, au moment de la conception d'un enfant qui peut être compliqué, je pense qu'il y a des choses à faire, rien qu'avec la respiration, ramener de la conscience dans le corps. Savoir respirer, mais c'est trop beau que tu dises que ta première respiration, c'était avec le yoga. C'est trop beau, franchement. Ouais, ça m'a vraiment marqué. J'ai fini ce premier, je l'appelle le premier cours de yoga parce que c'était ton vrai premier. Voilà, parce que l'autre, c'était vraiment périnatal et c'était plus dans ma bulle pour mon bébé. Oui, vous étiez deux voilà, dans ton j'étais corps. pas seule dans mon corps, exactement. Et là, vraiment... Et je me rappelle, j'ai eu au moment du Shavasana, c'est des grosses larmes chaudes, tu sais, de lâcher prise. De décharge. Et comme si mon corps, il me disait, mais putain, merci de m'avoir amené jusque-là, j'en avais tellement besoin, quoi. Tu vois. C'est trop beau. Merci pour ça. Merci vraiment. Pour finir, est-ce que tu as des choses à recommander, des choses qui te parlent, qui te portent dans la vie en général, ou là, spécifiquement en ce moment, ça peut être ce que tu veux, ce qui te vient là, même sans que ça soit préparé. Oui, alors justement, comme qu'est-ce que je pourrais te dire, il y a tellement de choses en fait qui me nourrissent. Je suis quelqu'un qui a besoin de faire plein de choses différentes, multi-créative, et du coup je me nourris de choses vraiment très variées. Un truc inconditionnel, ça reste le contact avec plus que la nature, je dirais le vivant, parce que ça passe par être dans les bois ou la relation aux animaux. Chats, chiens, chevaux, vraiment j'ai besoin, tu vois, de ça, ce contact, de ce contact. Mais après je suis très portée par la poésie, du coup j'aime beaucoup en écrire, et je découvre aussi un peu je lis aussi de la poésie, mais et ça c'est quelque chose qui me ramène aussi au souffle, tu vois, le rythme, le souffle, les mots, enfin moi ça c'est vraiment quelque chose qui me nourrit. J'ai même pas trop les mots là,
ouais, mais c'est, pour le dire, mais... c'est juste, c'est que voilà. c'est comme ça. Mais c'est vrai que la poésie, c'est comme ça qu'on en était venu à parler de toi dans l'épisode avec Lily. Et de suite, tu vois, c'est ce qui faisait un peu un lien avec ces mots, les vers qu'elle lisait, ce dont on avait parlé durant tout l'épisode, ce dont on parle là. Enfin, tu vois, j'ai la sensation qu'il y a comme un fil un peu conducteur aussi, et c'est ce que je voulais. Et franchement, merci pour tout ça. C'est très précieux. Je suis vraiment heureuse que tu sois venue ici pour livrer tout ça. Merci, je suis très touchée par ton invitation. Vraiment. Merci Ellie. Cet épisode touche à sa fin. Merci d'avoir passé ce précieux moment avec nous. Vous pouvez retrouver Ellie sur son compte Instagram, ellie.doula. Et pour le podcast, c'est toujours club.dorloté. Merci du fond du cœur pour votre écoute. Et si cet épisode vous a plu et que vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez le noter 5 étoiles de préférence sur la plateforme d'écoute de votre choix. Ça ne vous prendra que quelques secondes, mais je vous assure que pour moi, ça fait toute la différence. Et sinon, je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Bisous!